Et salut à tous, c'est Kekit. On se retrouve aujourd'hui pour les finales de la Hades Draft League saison 2. Et pour cette dernière vidéo, cette dernière semaine tout simplement de compétition, on a donc au programme 3 matchs, enfin 4 matchs, hein, mais bon, à l'heure où je commence à tourner cette vidéo, il n'y a que 3 matchs, parce qu'évidemment il y a un match de Joner où on attend le dernier moment pour jouer la game. Vous me faites chier les gars, moi j'ai une chaîne YouTube à faire tourner. Mais en attendant, on se retrouve donc avec la finale de Division 5 entre Oixo et Wapi. Ensuite, on aura la finale de Division 4 entre MXF et Hyperbol. Et après les deux finales, on va parler des deux petites finales. Donc, dans un premier temps, on aura donc CA contre Bastien. Et lorsque la game sera jouée et lorsque j'aurai le temps de record, la game entre Kappa et Lucide. Je commence par les deux grandes finales, pourquoi? Parce que comme ça au moins déjà ça va vous motiver un peu à rester jusqu'au bout, ou alors au pire vous allez passer à la fin directement, c'est vrai. Mais au final, parce que les deux grandes finales, ce sont des matchs on va dire pour l'honneur, pour savoir qui remporte la compétition, mais Oixo et Wapi sont donc tous les deux déjà qualifiés et sont assurés de monter en Division 4. Pareil pour MXF et Hyperbol, ils sont en grande finale et ils sont assurés d'aller en Div 3 la saison prochaine, alors que par exemple entre Bastien et CA ou alors entre Kappa et Lucie qui viendra plus tard, bah, c'est la petite finale et donc les vainqueurs de ces matchs monteront en division supérieure alors que les perdants resteront en div inférieure. C'est ça la grande différence comparée à la saison dernière. La saison dernière, à partir du moment où tu arrivais en demi-finale, c'était bon pour toi, tu montais. Maintenant, il faut gagner un match de plus. Il faut aller en demi-finale et même en demi-finale, c'est même pas encore assuré de monter. Donc on va commencer tout de suite avec la finale de Div 5 entre Oixo et Wapi. On va y aller sans plus tarder. Hop, on va aller vite voir ça. Je crois on va vite regarder les terras s'il vous plaît. Dites-moi que vous n'avez pas changé tous vos terras. Non, avec un Terra Ghost Latias du côté de Oixo et un Terra. Il y a Terra Grass Golurk et c'est pas le Hogarpon parce que le Hogarpon est Terra Ban. Je vois pas trop qui peut être le deuxième Terra chez Wapi, on va sûrement le voir dans la game. Ouais, parce que je sais, j'aurais pu aller checker, mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc ça valide avec le réflexe ou sur le fling pour envoyer une... sur le fling pour pouvoir simplement envoyer la balle lumière. Donc le fling, pour ceux qui connaîtraient pas l'attaque, ça permet tout simplement d'envoyer l'item que le Pokémon porte et selon l'item, selon l'item, les dégâts de l'attaque ou les effets peuvent changer. Je crois par exemple si vous lancez une Big Nugget, je crois que c'est 120 ou 150, je sais plus. C'est l'item le plus lourd. Mais par exemple, si vous envoyez donc une balle lumière, ça va paralyser. Si vous envoyez une orbe toxique, ça va empoisonner. La flame orb, ça va brûler, etc. Donc voilà, ça fait partie des petits trucs à savoir. C'est surtout parce qu'il voulait paralyser. J'imagine que le plan c'était surtout de paralyser le Latias en cas dans Latias setup. En cas d'un setup de Latias. Mais bon, là, malheureusement, c'est un Latias double screen. Donc c'est terrible pour Wapi. Sur Twitter, ça va tenter le brick break, sauf qu'il a pas fait gaffe au Terra Ghost, le future sight quand même, qui va permettre donc, de faire une Je pense que ça voulait poser le light screen. Ça a pas réussi à poser le light screen, et donc voilà, maintenant ça va juste aller sur le Thunderus, le future sight. Ok, ça va aller sur le Iron Hand, sur le T-Bolt. Je pense que T-Bolt a quand même fait mal, hein, mine de rien. Mais en vrai, ouais, est-ce que T-Bolt c'était bien? En vrai, t'étais sous screen, les abdos te faisaient rien. Enfin, surtout qu'en plus, les screen offense comme ça, vous pouvez vous attendre à beaucoup de setup. Donc, j'ose imaginer qu'il y avait soit Nasty Plot, soit Agility derrière. Je me dis, ça aurait été pas mal de cliquer l'un des deux. Mais bon, pourquoi pas le Psycho qui va derrière faire très mal et le Ice Punch. Wapi qui n'avait pas peur d'une weakness policy, hein, parce que là, s'il y avait la weakness, ça aurait été très compliqué. Surtout qu'en plus, on va le voir dans la foulée. Il y a Agility qui part. Là, s'il y avait une weakness policy sur ce Thunderus, ça aurait été très compliqué. Surtout qu'en vrai, quand tu vois le Latias double screen comme ça, je me dis, ça aurait pas non plus été déconnant. Hein. Ça aurait pas été très déconnant quand même de jouer le double screen. Bon, après, là, le light screen, c'était pas forcément le plus important parce que y a que Zapdos qui tape sur le screen. Mais déjà, juste sous réflexe, ça aurait été banger d'avoir une weakness et de taper Agility. Parce que je crois. Non, le Snizzler Scarf ne pourra pas dépasser le Snizzler Scarf ne peut pas dépasser le Thunderus.
le Scizor il peut pas le one shot, ça aurait été peut-être pas terminé, mais pas loin. Surtout qu'il y a potentiellement Sludge Bomb pour le Garpon, ou alors il y a Grass Knot pour le Golurk. Enfin, la game n'avait pas été pliée, mais pas loin s'il y avait une weakness policy. Donc Wapi s'en sort bien, mine de rien. Wapi s'en sort que en perdant le Iron Hands, alors qu'en vrai, bon là quand même, il y a encore du boulot à faire. Ça va envoyer Sneasler et ça va switch out. J'imagine que ça va plus anticiper un fake out. Et c'est une façade qui part du côté de Wapi. La façade, j'ose imaginer qu'il y avait un utilisateur de Flame Body du côté de Oixo. Puisque sinon, bah, je vois pas du tout pourquoi la façade partirait. Surtout avec le Thunderous qui est à 28%. Déjà, j'avoue quand même que le Thunderous qui révèle Psycho et qui se barre, j'imagine que ça anticipait vraiment le fake out Poison Touch. Ou alors une sache potentiellement. Mais ouais, ouais. Bon, la façade, je suis pas fan de l'idée évidemment. Enfin bref, donc ça va retourner sur le Zapdos, sur le Reflect à nouveau. Ça va pouvoir se soigner sur un nouveau Future Sight, j'imagine. Voilà, ça pose le Future Sight, ça va demi-tour quand même. En vrai, il a quand même le light screen. En vrai, peut-être taper un T-Bolt, ça aurait pas non plus été si déconnant que ça, je trouve. Un petit T-Bolt pour chip un petit peu Slatias, parce que bah, il a perdu sa rési, hein, mine de rien. Donc ça aurait été peut-être pas déconnant. Surtout que derrière, voilà, le Sneasler, bah, il fait pas grand-chose. Et c'est le tour où il y a Future Sight, donc il doit se barrer avec U-Turn. Voilà, Wapi essaie de gérer un peu comme il peut. Il essaie de gérer un petit peu comme il peut parce que forcément il y a ce Future Sight. Moi je pense que le mieux c'était T-Bolt et derrière U-Turn pour aller sur le Scizor. Pas besoin de ramener le Sneasler pour le coup. Mais bon, en attendant, tu temporises les screens. Ça envoie le Whizzing de Galar sur la Danse Lame. Très très agressive la Danse Lame. Surtout que bah, si t'as que Fling pour toucher le Latias, ouais, il a Bullet Punch normalement. Par contre, le problème c'est que là, voilà. Là, le problème c'est que le Scizor il a tapé sa Danse Lame, c'est bien. Il va casser les screens. Mais c'est trop dangereux parce que là, si Whizzing de Galar a une attaque feu, bah, le Scizor il meurt tout simplement. Alors, heureusement pour Wapi, ça va taper feu follet plutôt qu'un lance-flamme. Mais ça aurait été problématique, mine de rien. Ça va derrière envoyer le Urshifu, le Bullet Punch qui fait 0 dégâts, normal, qui fait burn, c'est résisté. Zapdos qui arrive et c'est un Surging Strike qui part pas de setup, encore une fois, sur ce Urshifu. Et ça va prendre le 2 HKO, mine de rien. Ça prend le 2 HKO, ça lui permet de prendre son petit kill. Le Sneasler qui revient, la Dire Claw, attention. Et c'est le Poison Touch, voilà, c'est le Poison Touch qui va s'activer. Je sais pas du tout ce qui proc en premier entre Dire Claw et Poison Touch. Je suppose que c'est Dire Claw, mine de rien, qui doit proc avant le talent. Mais je sais pas, j'ai jamais testé, j'ai jamais fait attention. J'ai jamais fait attention parce que voilà, genre, si quelqu'un peut me répondre en commentaire, je sais pas, j'ose imaginer que c'est Dire Claw qui proc avant l'effet de Poison Touch. Parce que si jamais tu Poison Touch et derrière le Dire Claw s'active et tu endors, bah ouais. C'était gênant, donc le Surging Strike qui va tuer le Sneasler. Prendre le kill sur Sneasler, en vrai c'était pas... Enfin, c'était quand même la bonne idée, c'était pas déconnant pour le coup. Surtout que derrière, bah, mine de rien, en prenant le kill sur Sneasler, la team de Wapi est quand même assez lente. Bon, t'as toujours le Ogerpon qui va venir taille avec l'autre Ogerpon. Mais après derrière il reste que Golurk et Scizor, et Scizor est à 42% burn, donc Scizor ne sert plus à rien. Là, clairement, tous les espoirs de Wapi sont sur le Ogerpon. Ogerpon, d'ailleurs, qui va arriver maintenant. Et bon, là, sur le moment, on se dit, bah, la game est pliée, normalement. Sauf que Oixo va choisir de garder son Urshifu. Et là, c'est la pire chose. Parce que voilà, derrière, il y a un Trailblaze. Et là, c'est la pire chose que Oixo pouvait faire à ce moment-là. Je viens de vous le dire juste avant, Ogerpon c'était le seul moyen qu'avait Wapi pour remonter. Il fallait taper, il fallait bourrer sur ce Ogerpon pour vraiment essayer de venir punir au maximum un setup. Surtout que, attends, je vais aller faire un petit calque vite fait en plus là, attendez. Du coup, ouais, je suis quand même allé checker un petit peu, mais je pense qu'il fallait taper ce Ogerpon malheureusement. Parce que si vous voulez, je suis allé checker un petit peu les dégâts de Surging Strike. Je pense pas que ce soit un point de choix. J'ai pas fait gaffe s'il avait reveal ou non. J'ai pas fait gaffe s'il avait pas reveal un item choice. Je pense qu'il doit y avoir quand même des pads ou un punching glove. Ça, c'est possible aussi qu'il y ait un punching glove.
Mais là, vous voyez déjà si le Urshifu est d'Adamant. C'est probable ou pas qu'il soit Adamant en vrai? Oui, c'est fort probable qu'il soit Adamant. Après, j'ai pas fait gaffe au reste de la draft de Wapi, mais là, quand je vois la speed, quand je vois le speed tier, il y a de fortes chances qu'il soit Adamant. Et ben, en vrai, du coup, le Surging Strike, là, ça déboîtait tout simplement le Garpon. Si on rajoute peut-être les Punching Gloves, voilà, les Punching Gloves, ça pouvait même prendre le KO. Je pense que c'était ce qu'il fallait faire. Parce que, en plus de ça, ce que je vous ai dit juste avant, c'est que Ogerpon, c'est le seul Pokémon du côté de Wapi qui peut lui faire un comeback. Scizor ne sert plus à rien, Golurk c'est Golurk. Donc vraiment il n'y avait que Ogerpon qui pouvait faire ce comeback. Et il laisse l'opportunité comme ça. Alors je sais bien, c'est la finale, ça a l'air d'être une game un peu plus détente. Mais voilà, c'est dommage. Je vous avais dit la semaine dernière pour les demi-finales, il faut toujours essayer d'identifier vos win conditions et toujours essayer de trouver un moyen pour gagner cette game. Mais parfois, il faut aussi se poser l'autre question, comment l'oppo gagne cette game? Notamment quand vous êtes en situation d'avantage comme ça, vous avez énormément d'avance. Comment l'oppo peut gagner cette game? Je ne dis pas que vous devez vous poser ces questions à chaque fois, mais au moins, essayez de prendre conscience. Et c'est pour ça aussi que essayez de ne pas lâcher le focus jusqu'à la fin de la game. Parce que bah, là, vous vous dites, ouais, c'est 6-3, il y a vraiment un avantage et tout. Mais le problème, c'est que bah, si vous vous relâchez et si vous laissez trop de place à l'oppo, bah, l'oppo, il peut remonter très vite. Et là, c'est ce qu'on va voir, parce que là, maintenant que le Hogarpon est setup à plus 2 et à plus 1 en speed, avec son talent Mold Breaker, ça va être catastrophique. Surtout que là, vous allez voir, donc Oiso va envoyer son Hogarpon en mode bah, c'est bon, j'ai Sturdy, c'est pas grave. Sauf que ben non, parce que je vous rappelle que le Hogarpon Earthflame, il a Mold Breaker. Il a Mold Breaker, le Earthflame. Ça signifie donc qu'il va tuer il va tuer, donc il va bypass la Sturdy et il va aussi bypass le Terra Shield de Terrapagos, enfin la Terra Shell. Du coup, c'est catastrophique pour Oixo. Là, franchement, la situation elle est catastrophique parce que là maintenant, Ogerpon, en plus Ogerpon qui a été un Poké quand même mine de rien dans les Lodiv, qui a fait un carnage sous toutes ses formes, je crois, sauf peut-être la forme plante et encore, on verra après parce que je crois qu'il y a une forme plante à côté entre Bastien et CA, donc on verra si lui il a fait du taf, mais ça a fait un carnage cette saison dans les Lodiv, moins Highdiv. Et je pense que la différence, elle se fait que les joueurs des IDIV, ils ont quand même, enfin, on a plus d'expérience et on connaît un petit peu, on va dire, on connaît le potentiel qu'a Ogerpon pour arnaquer des games. Sous toutes ses formes, hein. Le feu, si on le pressure pas assez, enfin, s'il n'y a pas de pressure avec des entrées hasard et s'il n'y a pas un gros switch-in, le feu, il peut casser les gueules très vite. Le rock, par exemple, c'est un excellent suicide lead avec Sturdy. Ou alors, tant que tu as ta Sturdy, tu sais que tu ne peux pas perdre. Le water, pareil, le water, il est assez spécifique pour le coup, mais c'est plus pour... Après, il a un double type qui sert un peu plus au niveau de la def, un peu plus défensif pour le coup. Et bon, le plant, il est particulier parce que le plant, il a certes pas de masse, donc il perd un gros stab. Bon, il a toujours son Heavy Cudgel de type plante, mais du coup, il perd quand même un stab de coverage. Enfin, un stab de coverage. Ouais, ça veut rien dire, vous avez compris. Il perd, par exemple, le type roche sur Heavy Cudgel, c'est quand même pas mal. Du coup, il perd son attaque roche, il perd une attaque feu, il perd une attaque water. Mais il a quand même un item, donc c'est compliqué lui aussi. Et même quand il Terra, bon, là, on n'a pas beaucoup. C'est ça qui est marrant aussi, on n'a pas vu beaucoup de Terra au Garpon. Bon, le feu était ban, mais les trois autres, on les a pas vus souvent. Donc, bon, le Roche n'a aucun intérêt à Terra pour le coup, parce que tu perds Surzy, tu gagnes un boost de def, c'est bien marrant, mais c'est pas suffisant. En vrai, en termes de Terra, entre le Water et le normal, je pense quand même que le normal va être privilégié parce que le boost en speed est énorme. Mais ouais, c'était marrant de voir qu'on n'a pas vu beaucoup de Garpon Terra être très fort. C'est marrant. Mais bon voilà, là vous avez compris de toute façon ce qui va se passer. Le Hogarpon feu, il va one shot. Derrière, il y a le Terrapagos qui arrive, il a son Terrachel. Ah ben non, en fait, il a pas son Terrachel, donc il va se faire one shot. Et au final, Oixo aussi qui a perdu vraiment les moyens trop vite. Là vraiment, ça se voyait que pour moi, c'est... Je pense que Oixo, ce qui s'est passé, c'est que c'est là. Là, sur ce tour-là, il s'est dit c'est bon, la game est gagnée, j'ai juste à sac Thunderus, à envoyer Hogarpon, j'ai Master D. Je pense qu'il a juste dire ça.
Mais malheureusement, du coup, ouais, il s'est pas attendu à un set dans Slam. Donc le Heavy Cudgel et le Terra Shell qui va mourir. Et en plus de ça, bah, il y avait Weezing Galar qui aurait pu tanker un hit. Et bah, s'il y avait eu un Haze, ça aurait été vraiment bien. Malheureusement, c'est une Sludge Bomb. Alors je crois que ça chope le poison quand même. Heureusement pour Exo, ça chope le poison. Ça veut dire que s'il avait fait ça dès le début, peut-être qu'en chopant le poison, ça aurait pu passer. Mais là, c'est terrible. Et du coup, je vais en profiter aussi pour donner un petit tips, hein, accessoirement. Bon, là, en vrai, dans cette situation, ça aurait pas pu servir parce que Ogre-Poo ne peut pas porter d'item. Mais face à un Moll Breaker de manière générale, vous avez l'Ability Shield. Donc, l'Ability Shield, c'est un item qui a été ajouté en 9G et ça empêche tout simplement que votre talent soit supprimé. Enfin, ça protège votre talent. Et ça fonctionne contre Mollbreaker. Par exemple, avec un Rotom avec Ability Shield, devient un bon switch-in à Excadrill. Genre le Rotom Wash ou quoi. Donc voilà, pensez-y, mine de rien, face à ce genre de mon. Ce sont pas des mons où vous pouvez dormir devant. Et clairement, les Ogerpon, vous pouvez pas dormir devant. Et derrière, forcément. En plus, ça va pas laisser mourir. Ça va venir sac le Urshifu. Ça aussi, le sac de Urshifu, je le trouve terrible. Parce que, pour moi, en fait, à ce moment-là, donc bon là, avec le poison du Ogarpon, il va rester Urshifu de vivant, même si bon, Urshifu est empoisonné. Euh, ah ouais, c'est vrai, il y avait Golurk Terragrass. Ah, c'est vrai qu'il y avait encore le 50-50 sur le Terra, surtout qu'en vrai, si c'est pas Surging Strike que le Golurk qui prend, il y a moyen quand même qu'il tank le touche combat. Donc peut-être c'était lose, mais en vrai, je me dis peut-être, quitte à perdre, enfin, quitte à avoir une chance, essayez vraiment, enfin, quitte à être dans la merde comme ça, essayez de toujours conserver vos chances de gagner votre game. Et là, bah, je pense quand même que c'était au Garpon, à moins que Latias et Shadow Ball ou Terra Blast, je pense que c'était le meilleur moyen de gagner pour Exo, c'était de conserver son Urshifu. Surtout qu'en plus, vous allez voir derrière, je crois qu'il sac le Latias en plus. Vraiment, voilà, là, pour moi, Exo, à ce moment-là, en fait, il est passé trop vite de ok, je suis bien à ok, j'ai perdu la game. Et c'est dommage. C'est dommage pour Exo. Gros GG du coup à Wapi, qui va du coup remporter la division 5. Bravo à lui tout simplement, il a fait quand même une belle game. Il y a eu pas mal de petites erreurs au début, mais après il a exploité les grosses erreurs de Exo. Et c'est donc Wapi qui remporte cette division 5. On va passer un peu plus vite, on va aller en division 4 entre MXF et Hyperball. Donc voilà, UNICEF qui a éliminé Lucid Coffee avec toujours une draft dégueulasse, mais là déjà ça ressemble déjà un peu plus à quelque chose, même si bon, ouais, bon, il y a le double grâce, après bon, c'est pas grave. Enfin, la draft d'UNICEF était atroce, je trouve, et du côté d'Hyperball, c'est son Big Six en fait, là, qui a été ramené du côté d'Hyperball. C'est le Big Six. On va voir ce que ça donne tout de suite avec, je crois, on a le Tornatera du côté d'Hyperball et du côté des Mixef, on a toujours donc le Iron Crown et le Sandaconda qui peuvent Terra, Sandaconda Terra Ice et Iron Crown Terra Ice lui aussi pour le coup, très bien. On est parti Terra Dragon. Ah ouais, du côté d'Hyperball, je crois que c'est Terra Dragon, ok. Hop, ça tape glaire. Il me semblait que c'était Terra Ghost, bah c'est my bad. Terra Dragon, assez honnête. Et là, bon, ça tente le vol switch sur la pose des rocks. Ok. J'ose imaginer que ce truc doit être genre Pacho Berry. Enfin, Pacho, ouais, la Beanti Water, je sais plus si c'est la Pacho. Je crois que c'est la Pacho. La Beanti Water. Donc en plus de ça, ça a tapé le glaire qui n'a pas servi sur le Rotom et Volt Switch qui sert à rien aussi. Hop, ça envoie le Ogarpok qui prend ses spikes, ça c'est relou mine de rien, surtout sur le Volt Switch derrière, 30%. Et c'est le Torna qui arrive. Le Sandaconda qui vient sur le Torna qui va juste taper demi-tour tranquille, il a réveillé les boots. Le Rotom qui vient, et là on est de retour sur un duel Rotom contre Sandaconda. Le Shedskin quand même qui proc. Ok non, pardon, il est lefto, et là ça tape Volt Switch sur le glaire. Sur Volt Switch. Oh mon dieu, ouais voilà, c'est pour ça que ce match. En fait, ces tours-là, en fait, d'un côté je les comprends un peu, parce que d'un côté on a donc forcément Donc on a MXF qui peut pas se permettre d'aller sur, il peut pas se permettre d'aller sur Ogarpon et de prendre un Volt Switch. Il peut pas, c'est pas possible. Ça devient parce que sinon vraiment le Ogarpon qui est assez low en vie
bah, mine de rien, il peut pas se permettre de revenir. Du coup, ça c'est dommage qu'Hyperbole l'ait pas vu. Il aurait pu juste taper un H-Pump. MXF avait pas énormément de raisons de venir risquer son Garpon pour moi. Et MXF du coup décide de taper des glaires. Ce qui est terrible du coup, c'est qu'il continue de spammer des glaires parce que c'est très bien qu'il va paralyser un mon sauf le Rotom. Et le Gliscor n'est pas un switch-in à Sandaconda. Parce que justement, bah, Gliscor n'est pas encore venu sur le terrain et donc Gliscor n'a pas encore son Poison Heal. Du coup, là, on est dans une situation un peu tif-tif où les deux n'osent pas venir prendre de risques. Je pense quand même que Hyperbole aurait dû sentir qu'il avait l'avantage dans la situation et que lui, il pouvait se permettre de taper H-Pump. Parce que le Garpon était déjà mid-life et il a pris les pics toxiques. Je comprends qu'il voulait pas prendre de risques, mais là, je pense pour le coup qu'il fallait faire mieux. Ou alors, il fallait faire autre chose qu'il a dans son moveset qu'on va voir juste après. En attendant, ça revolt switch sur encore un glaire. La game, c'est long. C'est très long, je vous cache pas. Sur EQ, voilà, ça change un peu quand même. MXF change un peu, maintenant il tape de Q. Et là, enfin, Rotom va décider de cliquer le H-Pump. Hyperbole va enfin cliquer le H-Pump sur le glaire. Et donc ça va, voilà. Là, à ce moment-là, tu sais que ça va laisser mourir. Et il avait full play, le Rotom. Et du coup, je comprends que ça voulait pas. Mais je pense qu'il fallait taper des full play pour être honnête. Hein. Après, il y avait peut-être le risque aussi de ramener, enfin, de booster un Iron Crown avec la Weakness Policy. Il y avait peut-être ce risque-là aussi, je comprends aussi un peu. Mais je pense qu'il fallait essayer de varier un peu les plays du côté d'Hyperbole. Autant MXF, il peut essayer de faire varier les plays, mais c'est moins dangereux pour MXF que pour Hyperbole. Parce que MXF, il est un peu obligé. Il a un peu le cul entre deux chaises. Je sais pas si c'est assez clair mes explications. Mais si MXF commence à varier ses plays et commence à faire des switches notamment, bah, MXF il sera perdant en cas de switch. Alors que si Hyperbole commence à changer ses options, il perd pas grand chose. Il perd pas grand chose. Tant que Hyperbole, en plus, Hyperbole était plus libre de ses mouvements qu'MXF. Donc c'est dommage de ne pas en avoir vraiment profité. Mais bon, le Sandaconda est mort. C'est donc le DCJ qui va prendre même les pics toxiques. DCJ qui arrive et c'est le Tornade qui rentre. Et c'est un Poltergeist qui part et ça va one-shot. Ça one-shot le Tornade. J'avoue que ça, quand même, mine de rien, c'était assez huge. DCJ bandeau choix, très certainement. Ou alors Spell Tag. Et le Tornade n'était pas investi. Mais je pense que c'est plus un bandeau choix quand même. Et c'est le Blaziken qui arrive. Assez étonné de voir le Blaziken pour le coup. Parce que je me dis, c'était pas. Enfin, si tu sais qu'il est lock Poltergeist, pourquoi ne pas aller peut-être sur le Zarude? Zarude, je me dis, ça aurait été pas déconnant s'il était setup. Après, bon, il y a encore Curem, il y a Cinderace aussi qui peuvent venir, mais bon. Blaziken, c'est pas une mauvaise option. Je me dis peut-être que Zarude, ça aurait été pas mal. Surtout, ça va taper Flarvis, forcément. Voilà. Et MXF, en fait, t'aurais pu tenter un setup avec Zarude ou alors avoir un Fritz. Dans le cas où, bah, dans tous les cas, en fait, Hyperbole, enfin, MXF allait pas laisser un setup gratos, que ce soit de Blaziken ou que ce soit de Zarude. Mais Zarude, ça allait être plus. Enfin, Zarude, c'était mieux pour pouvoir profiter du setup. C'est dommage. Donc le Blaziken, le Speed Boost, le Cinderace qui du coup va se faire dépasser par le Blaziken, sauf s'il est Scarf. Ça va choisir de switch out. Ça va aller sur le Gliscor, sur la Pyroball. Ça va aller sur le Gliscor. Assez étonné pour le coup de ce switch out. Surtout que le Cinderace a révélé qu'il n'était pas boot. Donc est-ce que ça a anticipé un mouchoir choix du côté de Hyperbole? Peut-être. Peut-être, et du coup, bon, déjà, aussi, ça veut dire qu'il n'a pas Protect, hein, le Blaziken, sinon en vrai. Après, peut-être aussi juste que le Close Combat ne pouvait pas one-shot le Cinderace, c'est pour ça, je pense qu'il y a aussi ça qui rentre en jeu. C'est que le Close Combat ne pouvait pas one-shot le Cinderace, donc il a dit hop, voilà, autant pas prendre de risque. Ça se tient en vrai, donc ça va proc le poison de chaque côté. Seconde Pyroball, et ça va taper U-turn. Ah, c'est dommage en vrai de ne pas avoir cliqué EQ. Enfin, je pense que voilà, en fait, j'ai l'impression qu'Hyperbole, il avait peur un peu de taper. J'avais un petit peu cette impression-là. Il avait peur de taper dans cette game, mine de rien. Je pense qu'il avait moyen de jouer plus aggro. Oh, le rotor. Oh, la burn de Pyroball. Elle fait mal, cette burn. Mais la burn, du coup, va permettre de proc la citrus. Ça, c'est quand même incroyable, mine de rien. Cette burn à 10% de chance qui permet, juste d'avoir oh, la mono choice. Mais enfin, du coup, ce que je vous disais, la burn à 10% qui permet d'activer la citrus, c'est un concept, mine de rien, c'est pas mal. Le Curem qui arrive, Curem, là, ça va cliquer Freeza et ça va prendre le kill sur Freeza. Glowking ne pouvait pas venir, j'imagine. Ça aurait pu aller sur le Glowking, en vrai, mais peut-être ça voulait prendre des infos. Donc, why not?
Et là, c'est le Zaroud qui arrive. Oh, le Zaroud qui va juste taper son meilleur CC. Non, ça va taper demi-tour. Et Mixef en a rien à péter. Ça va taper Glaciate. Ah ouais, ça joue double stab glace, freeze drive plus Glaciate. Glaciate, c'est air glaciaire. Du coup, ça baisse la speed, je crois. Je sais plus si c'est à 100%. Je crois que c'est à 100%. Oui, c'est à 100% de baisser la speed. Et du coup, bah, oh, le glacier, je sais pas pourquoi il est là, j'imagine que c'est quoi, c'est pour Blaziken, je sais pas. Bon, c'était pour s'amuser un peu. Zaroud qui aurait pu taper close combat, mais ça voulait. Voilà, ça a voulu jouer safe du côté d'Hyperbol. Le close combat, hop. Close combat, le KO. Qui fait. Il reste Iron Crown contre Zaroud. Et c'est un booster speed en plus de ça, voilà, c'est un booster speed. Tachyon Cutter qui va faire absolument 0 dégâts sur ce Slowking. Le Psyshock derrière qui fait 42%. Oh la vache, les dégâts, ça tape Chili Reception. Ça va envoyer le Zaroud et Iron Crown en fait qui est en position pour sweep là. Clairement, le Iron Crown. Ça va Terra Ice, le U-Turn. Sur le Terra Blast qui fait 22%. Est-ce qu'il fallait pas taper Tachyon Cutter en vrai? En vrai, je me dis, il fallait pas. Faut voir les dégâts. Ouais, ça fait 24 ou 27, 24, 27. Ouais, je pense qu'il fallait taper Tachyon Cutter avant. Après, t'étais pas certain de tuer. Mais là, je me dis, là, t'es Terra Ice. Enfin, t'es Terra Ice sous la snow. Donc, t'as le boost de def. T'es à full vie. Donc, je pense quand même que tu tankes le close combat. Ouais, moi, je pense que là, fallait juste taper Tachyon Cutter. Hein. Fallait pas chercher plus loin que ça, je pense. Hein. Ouais, je pense qu'il fallait taper le Tachyon. C'est dommage. Hop. Surtout qu'en plus, tu vois les dégâts, enfin 24, 26, bon, 24, 24, ça aurait fait grosso modo pas loin des 50%. Ouais, voilà. Et là, oh la CM. Sur la cage éclair. Aïe, 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 aïe. La CM qui était vraiment là pour abattre. Hop. Et le EQ derrière. Putain, c'est un mono-attaqueur EQ Glowking. Ah ouais. Oh, il y a un concept. Et ça va aller sur le Garpon. Sur la Chili, j'imagine. Parce que là, voilà, Mixaf a compris qu'est-ce qu'il doit faire pour gagner. Il doit synthèse. Et surtout, il ne doit pas laisser le Blaziken se setup. Et là, vous avez compris que la game est terminée. Là, ça va taper le Trailblaze. Le Trailblaze, c'est vraiment pour assurer. Parce que le Trailblaze, il est vraiment là pour assurer, hein, plus qu'autre chose. Le Blaziken qui arrive. Et Blaziken, il doit taper un double protect s'il veut essayer de s'en tirer. Il n'a pas protect. Il aurait, je pense, révélé avant. Du coup, c'est marrant parce que vous avez pas vu le chat, mais du coup, il y avait MXF qui était persuadé qu'il avait perdu. Et au final, en fait, bah, pour moi, à aucun moment, en fait, bon, c'est dommage, MXF, il n'ait pas vu ça. Dans le sens où, enfin, ça se voyait pour moi que MXF était quand même relativement safe, dans cette fin de game. Tant que en fait, tant qu'il empêchait un setup de Blaziken, bah, ça gagnait pour moi, pour MXF. Donc c'est un peu dommage. Oh, c'est un peu dommage, je pense. Juste bourré, ça passait. Mais bon, Mina. Voilà, GG à MXF qui remporte la division des golems, la division 4. Et MXF est donc couronné roi des golems. Bravo à lui. Il ira donc s'éclater en division 3 avec Hyperbole, avec peut-être soit Kappa, soit Lucide. On verra ça après. Avant de faire une petite coupure, on va quand même aller parler un petit peu de la game entre Bastien et CA. Game avec beaucoup d'enjeux. On a déjà vu, là c'est vraiment game avec énormément d'enjeux parce que du coup le gagnant monte en div 4, le perdant reste en div 5. On va voir tout de suite ce que ça donne avec le lead Miu contre le Hogarpon. Je vous ai dit encore une fois Hogarpon, la SD qui part. Ah, c'est vrai qu'il va pas encore se faire traumatiser. Le knock-off qui va one-shot sur un crit et donc la red card qui disparaît. Et oui, parce que je vous avais expliqué, mais la red card ne fonctionne pas si tu te fais one-shot. Ça, c'est un truc que j'ai découvert récemment et ben voilà. Donc là, c'est terrible. Je pense, je sais pas si le crit joue, je pense quand même qu'il y a moyen que le crit joue. Surtout qu'en plus, vous allez voir derrière le problème, c'est que le Incineroar, il va arriver Intimidate, Défiante, Adrénaline Orb. Là, c'est vraiment... l'Adrénaline Orb, elle est vraiment punitive. CA qui va encore se... CA qui va se faire traumatiser vraiment par les Hogarpon, c'est terrible. Donc après, il y a quand même double Intimidate en face, mais ouais. Je pense que c'est surtout parce qu'elle connaissait pas le Hogarpon, elle savait pas que le Hogarpon avait Défiante. Donc le Super Power, voilà, ça prend le one-shot. Et là on se dit non, c'est pas possible, surtout que ça va, il n'y a pas de autre Intimidate. Et heureusement, parce que s'il y avait eu un autre Intimidate sur le Mens,
je crois qu'il avait assez de stats pour tuer le Jaloing Beat qui vient prendre le kill. C'est bon, voilà. Ça est safe, ça ne se refera pas sweep par un regard bon. Ça va choisir de conserver le Salamence, ça va être sur le Terragos Goldengo. Je suis pas fan de ce Goldengo parce que oui, j'ai pas parlé des Terra avant. Le main c'est Terra Water et justement le Torna est Terra Ghost. Donc je suis vraiment pas fan de ce hard Goldengo pour le coup parce que tu sais qu'il est peu Terra Ghost donc c'est assez menaçant mine de rien. Peut-être aller sur Palafort, je sais pas. Après, c'est vrai que la situation est compliquée pour CA, mais bon, voilà. Donc, le Palafin qui arrive, et ça va switch out du côté de Bastien sur le Quaquaval pour venir chip, j'imagine, avec un Rocky. Voilà, ça va chip avec un Rocky Element. Le Mens qui revient, et le Mens va pouvoir Terra Water. Terra Water, c'est vraiment juste pour le style, mine de rien, et ça va prendre le kill, mais ça va sac le Mens sur le Rocky Element. Est-ce que Palafin peut faire le comeback face au Torna? Le Torna, donc, qui prend ses rocks, mine de rien. Jet Punch 70%, ça fait mal, mais ça va pas prendre le KO. Et le Terra Blast qui va faire 40% à peine, c'est weak as fuck ça. Le Swallow qui arrive 39%. Et là, vous allez voir, hop, la Q-Stab Berry qui s'active, mais sur le Jet Punch. Pourquoi la Q-Stab Berry s'active? Parce que ce Swallow a le talent Glutonnerie. Il n'a pas Sticky Hold, il n'a pas Liquid Ooze. Et donc le talent Glutonnerie, ça fait que vous mangez vos baies plus tôt. Alors je sais pas comment ça fonctionne sur la citrus parce que la citrus est à 50% et je crois pas que ça fonctionne sur la citrus. Mais par exemple les baies qui proc à 25% de vie comme la Q-Stap ou les super berries en 7G, ceux qui avaient joué peut-être en 7G qui se souviennent de l'époque des super berries, voilà, elle s'active plus tôt en fait. Au lieu de s'activer à 25%, ça s'active à 50%. Et là c'était le cas donc pour la Q-Stap. Le problème c'est que la Q-Stap en gros ça te donne pas une priorité. Ça c'est important aussi. Autre chose important à noter sur la Q-Step Berry, ça ne donne pas une priorité. Ça fait que vous êtes premier, mais dans le même ordre de priorité. Ça signifie, voilà. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair. Mais en gros, par exemple, si Palafin avait fait Wave Crash, le Swalot aurait tapé Pitoxic avant le Wave Crash. Mais comme là, le Palafin a fait Jet Punch. Le Jet Punch a un move de priorité, donc ça passe avant. Ça passe avant la Q-Stap. J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, dites-le moi en commentaire dites-le moi en commentaire ou sur Discord et je vous referai une explication, mais je pense avoir été clair. Donc le Palafin, donc ça va pouvoir poser les Pitoxic, la Q-Stap qui aura servi à rien malheureusement. Et c'est le Goujin qui prend ses rocks parce que c'est un proto-speed, mine de rien, sur le Jet Punch qui fait 46%, faut prendre le kill. Et là, est-ce que Greatusk peut faire la remontada? Le Greatusk, la protosynthèse, et là on se dit putain il y a peut-être un moyen, s'il tape bulk up ou rapid spin, ça tape bulk up, et là s'il y avait eu un rapid spin, ça aurait été incroyable, mais malheureusement il n'y a pas de rapid spin, le close combat, et vous allez voir que le Tornade simplement, le Tornade Terra Ghost, ça tank, quand après il était à 39%, donc jamais ça tankait, mais de toute manière voilà, il était Scarf. Peut-être c'est pour ça que je pensais qu'il y avait un Tornade Terra Gauche juste avant, c'est parce que j'ai confondu entre les deux games, entre cette game-là et celle-là. C'est possible que j'ai confondu les Tornades. Mais bon voilà, du coup c'est Bastien qui l'emporte. Bastien va donc monter en Division 4 la saison prochaine. Malheureusement pour CA qui a fait quand même, qui a pas fait une mauvaise saison, mine de rien, franchement pour une pro, j'imagine que c'était sa première DL. Donc c'est donc pas de montée en Division 4, mais franchement c'est très prometteur pour la suite. Donc joueuse à suivre pour le coup. Et puis bah voilà, GG à Bastien qui a donc mérité sa montée en Division 4 sans sortir le Team Glue raciste heureusement parce que Team Glue c'est un Pokémon de merde, arrêtez de le jouer s'il vous plaît. Et donc on se retrouvera juste après pour le match de la saison, le highlight de cette saison en Division 4 entre Kappa et Lucide pour savoir lequel des deux aura la dernière place pour la Division 4. Division 3 pardon. Et on est donc parti pour ce dernier match de la saison de la Hades Draft League entre Lucid Coffee et Mister Kappa, la petite finale de la Division 4. Ce que je vous ai raconté juste avant, c'est donc le vainqueur de ce match qui va aller tout droit en Division 3, alors que le perdant, ce gros loser, restera avec les golems en Division 4. Il y a de très grandes chances qu'il y ait le roi des golems entre ces deux-là. Mais bon, on va voir ce que ça donne tout de suite. Lucid Coffee qui sort on va dire, son 6 classique, hein, pour le coup.
J'ai l'impression qu'on l'a vu très 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 souvent ce 6. En même temps, vu sa draft, je sais pas si tu peux sortir de mieux pour le coup. Et en face, Kappa qui. Ouais, on sent que Kappa a sorti. A voulu sortir du cooking. On va voir qui va l'emporter tout de suite. On va y aller avec donc le lead garçon contre le lead Ogerpon. Et là, on va de suite faire une pause. Parce que là, déjà, je suis énervé du lead de Lucide. Tout simplement parce que il faut savoir quelque chose. C'est que là, pour Lucide, je crois, si je me trompe pas, c'est son 10e match. Ouais, c'est son 10e match avec sa draft. Et le problème qu'il y a, c'est que Lucide, alors malgré de nombreuses fois où il a voulu nous dire mais non, c'est pas vrai, arrêtez, c'est faux et tout, Lucide, la draft de Lucide est très faible au entry hazard. Pourquoi elle est très faible? Parce qu'il n'y a qu'un seul removal et c'est Corvaeus. Le problème, c'est que si jamais Corvaeus a des match-ups compliqués, ben Corvaeus il va avoir du mal à défog. En plus de ça, parce qu'évidemment, si le seul défaut de la draft c'était d'avoir Corvaeus, c'est pas grave encore, c'est pas gravissime. Le problème, c'est que dans la draft de Lucide, on a Ogerpon Fire. Ogerpon ne peut pas avoir les boots. Ça veut dire qu'il va prendre les rocks, il va prendre les spikes, il va prendre tout. On a Iron Hands. Iron Hands, ça fait partie des Pokémon qu'on a envie de chip avec des spikes parce qu'il a un bulk, notamment un bulk physique impressionnant. Et même juste avec 252 EV en SPDF, il a un très bon bulk SPDF pour venir sur des résis ou quoi. Donc Iron Hands, t'as envie de le chip avec des spikes. Lando va prendre ses rocks, Corvi va prendre ses rocks, ça fait toujours plaisir de prendre des rocks avec Corvi, surtout que Corvi Boots, c'est assez rarement vu. Il y a évidemment le Iron Bundle Terra, même avec le Terra Crystal, le Iron Bundle, il peut se faire pressure par des hazards s'il n'a pas les boots, pour une simple et bonne raison, c'est que Bundle, pour break, c'est compliqué. Si Bundle avait accès à un Nasty Plot ou un move de setup, il aurait pu, genre, il aurait moyen de venir et vraiment break. Le problème, c'est que Bundle, déjà avec son move pool assez limité, il n'a pas énormément de choses à faire. C'est-à-dire que souvent, ce qui va se passer avec Bundle, c'est qu'il va venir et soit il va taper flip turn ou U-turn directement pour essayer de conserver le momentum, soit il va d'abord mettre un hit et après pivoter. Donc, autant vous dire, Bundle, c'est un Pokémon qui doit venir souvent sur le terrain. Tu peux le jouer booster, à la limite, vraiment, si le booster c'est en late game, mais la plupart du temps, et notamment avec les 7 boots, c'est un mon, il vient, il met un hit, il repart. À chaque fois, il fait que ça tout le temps. Et donc, s'il n'a pas les boots, parce que je l'ai dit, hein, mais bon, c'est pas grave, s'il n'a pas les boots, le bundle, bah, il va se faire chip à la hasard. Donc, la draft de Lucide est très weak au hasard. Sachant que derrière, je crois qu'il y a au moins un Vaporeon. Vaporeon, t'as envie de lui mettre des picots ou quoi. Et donc, voilà, j'ai pris 2 minutes pour essayer d'expliquer ça. Donc la draft de Lucide est très faible au entry hazard. Pourquoi, au grand jeu, pourquoi il n'y a pas de lead Iron Bundle pour empêcher la pose des entry hazard de Garchomp? Surtout que Ogerpon ne fait pas grand chose à Garchomp. Alors on m'a dit dans l'oreillette que c'est parce que Lucide avait peur des screens. Mais dans ce cas-là, à moins que ce Ogerpon ait taunt, je ne vois pas en quoi Ogerpon t'aide vraiment contre la pose des screens. Peut-être avec un Rotom, mais si c'est Deoxys de Screamer, tu vas pas lui faire grand chose. Enfin bref, voilà, pour moi le lead est très mauvais du côté de Lucide. Donc voilà, du coup il va aller directement sur Lando qui va intimider, mais ça va poser les rocks. Kappa va choisir quand même de cliquer Draco Météor. Je suis pas fan de ce Draco Météor pour être honnête, parce que on va le voir après que le Chomp a les spikes. Donc pourquoi juste ne pas commencer juste à poser tes spikes? Parce que visiblement Lucide a décidé de laisser la pose des spikes tout simplement. Donc ça va quand même taper demi-tour, ouais, sur la pose des spikes. En plus c'est un rookie, donc là vous voyez quand même ce que je vous disais, le champ il est arrivé, il a pris les rocks, donc déjà il a pris le DM, et là il tape U-turn, il tape le U-turn sur champ, donc tu prends les rookies, tu prends la peau dure, c'est catastrophique, et là t'envoies le Corvi. C'est sympa quand même d'envoyer le Corvi, et là ça va choisir d'aller sur le Rotom, et le Corvi va tout simplement switch out. Ce que je vous expliquais en plus de ça, c'est que là où c'est compliqué de défog, c'est qu'en plus de ça, il y a un défiant dans la draft de Kappa. Il y a le Torna, mais là, malheureusement, je pense que je comprends pas pourquoi Lucide, sur ce spot, décide tout simplement de ne pas cliquer défog. C'est incompréhensible. Tu te fais stack hazard. Là, on est en début de game.
Kappa, qu'est-ce qu'il a perdu? Kappa, il a perdu 17% sur le Garchomp. Toute sa team est full vie. Toi, de ton côté, t'as le Ogerpon, il va se manger tous les entry hazards de la Terre. Et t'as Lando, il est à 38%. Pourquoi tu conserves ces hazards? Je ne comprends pas. Surtout que tu as posé tes rocks, c'est bien. Mais le problème, c'est que les rocks, pour l'instant, ne t'avancent pas. Parce que toi, tu te fais trop pressure par les rocks. Du coup, en fait, tu poses des rocks qui sont destinés à très vite défog. Enfin, normalement, il aurait dû très vite les défog. Là, pour moi, là, Lucide a raté un spot important ici. Il aurait dû défog vraiment les entry hazards, quitte à perdre un peu de temps ou quoi. Parce que là, le problème, c'est que regarde, t'envoies Lando. Hop, voilà, Lando, c'est bien. Tu ramènes Lando. Lando, il fait quoi? Il prend ses rocks, il intimide l'Orotom, ça sert un peu à rien parce que t'as voulu double switch. Et derrière, hop, bah tiens, on ramène Ogerpon. Et hop, voilà. Et Ogerpon, il est à 50%. Genre, pourquoi? Franchement, pourquoi? Je sais pas. J'ai pas plus d'explications que ça. La gestion des entry hazard, ça a toujours été un point compliqué pour Lucide depuis le début de saison. Et là, il passe totalement à côté de sa finale pour l'instant. Là, c'est terrible parce qu'on se dit, bah, comment Lucide peut gagner cette game? Et que Bundle qui peut tenter une arnaque. C'est terrible ce qui se passe. Donc quand même, on a le Ogerpon, donc ça va pouvoir quand même taper, je m'imagine, à Heavy Cudgel. Non, ça va taper un Woodhammer, parce qu'évidemment, tu n'as pas pris assez de chips. On va remettre du chip, voilà. Le Ogerpon a pris 50% sur le tour. Il a même pas tué Garchomp. Donc, on va quand même refaire un petit état un peu de ce qui s'est passé quand même. On est tour 6. Voilà. On arrive tour 7. Le Gengar a pris 25% de sa vie sur les rocks et les spikes. Le Lando est à 30%. Le Ogerpon est mort. Le Corvi va reprendre les rocks. C'est dramatique. C'est dramatique. La Sludge Wave, de toute façon, Kappa a pas d'intérêt à conserver son chomp. En plus, Life Orb, c'est pas possible. Attendez. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Là, genre, c'est bien ce que je pensais, ouais. On est tour 7. Kappa a fait 2 attaques offensives. Il a fait 2 attaques offensives. Lucide a perdu 2 mon. Il a perdu 2 mon et demi. C'est aberrant comment la puissance des entry hazard dans ce match-up. Et encore une fois, Lucide qui pour moi a mal identifié sa priorité. Hop, le sabotage, le Choice Scarf en plus, qui est terrible. Donc 3ème mort, hein, grosso modo. Le Iron Lance qui arrive, il prend l'entry hazard, le Rotom qui revient. Et c'est ça aussi d'ailleurs, dernier point aussi que j'ai pas mentionné sur la draft de Lucide, j'en profite parce que peut-être il écoutera peut-être, mais la draft de Lucide, il y a beaucoup de pivots aussi. Là vous voyez, bah, à part Gengar, les 5 autres mons peuvent pivoter. Je vous ai parlé, il a Vaporeon, ça peut pivoter avec Quick Turn. Il a Hydreigon, j'ai oublié de parler d'Hydreigon, c'est vrai, mais Hydreigon peut demi-tour. Il a beaucoup de Volturn, et là c'est pareil. Quand vous avez beaucoup de Volturn comme ça, bah, il vous faut une bonne gestion des entry hazard. Soit parce que vous pouvez mettre une grosse pression avec les entry hazard et forcer l'oppo à défog, donc avec un anti-spin, avec quelque chose comme ça. Soit avec justement une bonne maîtrise des entry hazard avec Corvi, parce qu'il faut ramener Corvi souvent pour empêcher l'entry. Mais là, le problème, c'est que Lucide n'a rien. Il n'a même pas de Ghost, je crois, dans sa draft. Je crois qu'il n'a pas de Ghost. Donc du coup, bah, argument de plus sur pourquoi les entry hazard ont défoncé Lucide toute la saison. Il est quand même réussi à aller en finale, enfin en petite finale. Je reviendrai pas plus là-dessus, mais voilà pourquoi les draft de Lucide se refait défoncer. Il n'y a pas de Ghost pour anti-spin. Enfin, je vais arrêter de parler de ça. On va retourner sur la game. Donc le Rotom qui va pouvoir burn l'Iron Lance. Iron Lance qui sert toujours à rien. C'est terrible. Peut-être qu'une Lemberry ça aurait été pas mal, hein, mais bon, c'est pas grave. Du coup, ça va Volt Switch évidemment. Ça ramène le Deoxys. Et là, le Deoxys, il est là pour abattre l'ennemi. Le Drain Punch qui va faire 0 dégâts. Pourtant, c'est normal, il est burn. Et là, bah, vous allez voir que le Deoxys va placer une Agility. Agility sur le Volt Switch. Vous avez compris ce qui va se passer. En plus de ça, bon, le bundle n'est pas boot, bordel. Le bundle n'est pas boot. Mais bon, hop, le H-Pump, la CM. Attention quand même, s'il y avait un encore. Il n'y a pas de encore, donc malheureusement, le bundle va ne pas réussir. De toute façon, je crois qu'il est Scarf, oui. Pardon, il est Scarf, oui, pour dépasser le DO Speed. Enfin, le DO Dev. Et de toute façon, vous avez compris comment ça se passe. En plus de ça, les H-Pump, il y a 2 H-Pump qui partent à chaque tour. Et là, c'est la fin de la game. Puisque
puisque maintenant Kappa, vous avez compris que c'est un mono-attaqueur Stored Power. Il n'y a pas de Dark en face, donc Lucid va quand même défog, histoire de dire qu'il aura réussi à défog dans cette game. Il aura réussi quand même à défog, après avoir perdu tous, enfin bref. Et de toute façon, vous avez compris comment ça va se terminer. Kappa va juste sweep avec le Deoxys, puisque bah, il peut plus empêcher le setup. Visiblement, on dirait qu'il a plus Cosmic Power quand même, c'est marrant ça. Il a plus Cosmic Power apparemment, le Deoxys. Il me semblait qu'il avait toujours, mais bon, c'est pas grave. Enfin, voilà, vous avez compris du coup ce que ça donne au final. Le Stored Power qui va prendre des kills, le Corvi qui revient. Il y a des moments quand même, Corvi, enfin bon là, Kappa jouait un peu avec le feu, même si bon, Bracedown 30% avec un crit ça prenait pas du tout. Kappa joue un peu avec le feu à certains moments, mais bon, de toute manière, voilà, c'est vraiment, c'est du pinaillage. C'est du pinaillage, de toute façon, vous l'avez compris. Hein, là par contre, voilà, là par contre, fallait prendre le kill. Là, vous voyez, non, en vrai, le crit fait 45, donc ça passait de toute manière. Et c'est donc la victoire de Kappa qui va se qualifier pour la Division 3. On est tous extrêmement déçus du match. Parce que, bah, ouais, on voulait quand même un match, mais il n'y a pas eu de match. Franchement, c'est dommage, il n'y a pas eu de match. C'est un peu triste. Mais bon, ça s'arrête là. Kappa va donc monter en Division 3 la saison prochaine. Va-t-il réussir à se maintenir ou va-t-il revenir avec les golems du côté de Lucid Coffee va donc repartir en Division 4. Va-t-il réussir à refaire un braquage la saison prochaine? Va-t-il peut-être progresser d'ici là? C'est possible aussi. Il y a de quoi faire, honnêtement, du côté de Lucid. Il y a des choses à changer, mais il y a de quoi faire pour qu'il progresse. Donc on verra ce que ça donne. En attendant, j'espère que cette série vous aura plu. C'est donc la fin de cette Hades Draft League saison 2. Je sais que la prochaine étape, c'est le Team Tour. Le Team Tour, je vous l'ai déjà dit que normalement, je ne participerai pas à ce Team Tour. Et pour la Hades Draft League saison 3, je ne sais pas encore si je participerai à la saison, mais j'essaierai quand même de faire des petites vidéos. Je garantis pas qu'il y ait autant de vidéos, enfin, je garantis pas que j'ai le temps pour faire une vidéo par semaine encore, pour des raisons privées. Mais je vais essayer de faire continuer les vidéos pour la saison 3, évidemment, comme en plus comme en plus maintenant je suis un des casters de la Hades Draft League apparemment. Donc du coup, j'essaierai un petit peu de continuer dans cette logique. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que de temps en temps j'essaie d'aller voir un peu les matchs de High Div pour justement montrer la différence entre les hautes divisions et les basses divisions. Parce que vraiment, je vous le dis, la différence elle est assez énorme pour le coup. Vraiment, il y a vraiment une diff entre la Div 1, vraiment. Enfin, je vous le dis honnêtement, pour moi, la Div 1, il y a vraiment un énorme écart entre la Div 1 et la Div 2. Entre Div 2 et Div 3, ça commence quand même à se taper. Et Div 4, Div 5, c'était vraiment encore un cran bien en dessous. Et c'est normal, après, c'est pas négatif pour le coup, c'est normal qu'il y ait un énorme écart entre qu'il y ait des écarts quand même entre les divisions. Donc voilà, donc dites-moi quand même si ça peut vous intéresser de temps en temps des petites games dans les hautes div peut-être pour voir un peu la différence. Je vous encourage aussi à tous ceux qui jouent en Div 5, en Div 4, je vous encourage vraiment à essayer de regarder les matchs de Div 1, Div 2 et d'essayer d'analyser, de comprendre un peu les games et tout. Moi j'essaie de prendre du temps pour essayer d'expliquer, je donne juste mon avis pour le coup. Je donne beaucoup mon avis sur qu'est-ce que je pense de telle phase de jeu ou quoi. Donc je vous conseille vraiment, si vous voulez progresser, aller regarder des matchs et essayer de comprendre comment ça se passe. Que ça soit dans la manière de build, que ça soit dans la manière de jouer. Essayez de comprendre vraiment tout ce qui se passe parce que c'est comme ça qu'on peut progresser. En fait, il faut s'intéresser au jeu pour moi pour progresser. Si vous vous intéressez pas au jeu, ça sert à rien. Vous n'irez pas plus haut que ça. Donc vraiment, il faut s'investir. Et voilà, donc écoutez... Voilà, écoutez, je pense avoir tout dit. Merci à tous. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Kaikit. Ciao tout le monde.